visible. Life is existing on this earth because the symbiosis which we are getting. Alors on parlait de ces grandes déclarations qui ont eu lieu à la COP et à Glasgow, justement, 100 pays se sont engagés à mettre fin à la déforestation et à la dégradation des terres d'ici 2030. Parmi ces États, il y a la Russie, la République démocratique du Congo, le Canada ou le Brésil, mais pas l'Inde, où reboiser est pourtant une urgence. De 2014 à 2018, 1200 km² de forêts primaires ont disparu dans ce pays, selon l'ONG Global Forest Watch. On est en ligne avec notre correspondant sur place, Côme Bastin. Salut Côme, tu as enquêté et derrière les promesses du dirigeant Narendra Modi, eh bien, la réalité est tout autre. Oui, le gouvernement de Modi propose de créer des puits de carbone grâce à ces forêts pour compenser le fait que l'Inde est désormais le 3e pollueur de la planète. Pour ça, il a mis en place un mécanisme censé compenser la déforestation en finançant des programmes de reboisement. Sauf que dans les faits, la qualité des forêts plantées n'a rien à voir avec ce qui est coupé. On a roulé jusqu'au parc national de Mollem, dans l'état de Goa. C'est ici qu'on retrouve le militant écologiste Rajendra Kerkar, qui se bat pour sauver les arbres de cette forêt tropicale très ancienne. Mahavir Wildlife Sanctuary, one of the protected area of Goa, rich in the biological wealth, as well as this is the area from where one can see the Ragado River that caters the drinking water needs of the states. So this is a beautiful area which is threatened by the 3 infrastructural projects planned by the government of India. So if all these projects materialize, then this forest, the biological wealth, the wildlife, everything will be threatened. En avril 2020, le gouvernement indien a approuvé la construction d'une ligne à haute tension et l'élargissement d'une ligne ferroviaire pour acheminer du charbon au milieu de cette forêt primaire. Grâce à une importante mobilisation citoyenne, Rajendra a réussi, avec d'autres associations, à retarder ce projet pour lequel 40 000 arbres devaient être coupés. Mais les stigmates du début des travaux sont bien visibles. Life is existing on this earth because the symbiosis which we are getting. So this forest is, has thousands, lakhs of trees which has utility. So it is not possible for us to replant after destruction this type of the tree. So whatever afforestation already in India has taken place, all this is responsible for destroying the ecology, wildlife. Les projets auxquels Rajendra Kerkar fait référence sont portés en Inde par le Campa. Cet organisme public qui est passé à l'action en 2016 oblige les entreprises qui s'attaquent aux forêts à lui verser des fonds pour financer la reforestation. Selon le gouvernement, ce mécanisme a permis d'augmenter la surface forestière de l'Inde de 1,5% entre 2015 et 2019, mais il laisse aujourd'hui beaucoup d'environnementalistes sceptiques. So it's from 2014, from the day that Modi took charge. Till today, more than 600 projects alone in wildlife sanctuaries. All the committees which are approving these projects have been put to very severe stress, saying that no, whatever it is, you please clear the project. You put whatever conditions you want, but you clear the projects. Campa is a very classic case. Now, the Chief Secretary of Goa writes to the central government saying that, sorry, we don't have any land in the state of Goa for doing compensatory afforestation. So what do? They go to the Karnataka government and say, will you please give us land to do compensatory afforestation for Goa's forest in Karnataka? Pour voir le travail de reforestation du Campa, on se rend donc à 1500 km de là, dans l'état du Chhattisgarh. Cet état est surnommé l'Amazonie de l'Inde. Ici, la déforestation bat son plein pour satisfaire les besoins de l'industrie du charbon. Le Campa est donc censé planter énormément d'arbres pour compenser, mais dans les plantations que l'on visite, le tableau est loin d'être idyllique. 10 साल पहले कहा जाए नंदी को पार सागवान प्लाट है पूरा, इसने सब तरफ पेड़ रही से 10-15 साल पहले तो गर्मी जेठ बैसाख में हम कम्बल ओढ़ के सोवत रहे, ठंडा लगे। अब अभी के डेट में ये दशहरा 1-2 महीना कटिस तहाँ फिर गर्मी चालू, इतना अधिक गर्मी नहीं तो पहले गर्मी के समय में कम्बल ओढ़ के सोवत रहे। Le chef du village tribal de Tumayabra accuse le Campa de s'être emparé de ses terres ancestrales au nom de la reforestation. L'Inde a aussi changé la définition de ce qu'est une forêt. Désormais, n'importe quel hectare comprenant plus de 10% de végétation est inclus dans la couverture forestière indienne.
कुल मिला के जमीन को आदिवासी को नहीं दिया जाए। ये जमीन मतलब हमारा सरकारी मतलब अंदर में रहे, ऐसे टाइप ये सोच के मतलब हम लोग हमारे काबिज हटाए गए हमन ला। अब वहाँ ये अभी जो लगे है तो करण है, और उसमें कहा जाए कि यही सब करण वरण इसमें सागवान कौआ सब यही लगे हैं, सागवान भी लगाए हैं। Le teck, un arbre local, mais qui, planté en trop grande quantité, épuise l'eau des sols et ne résiste pas aux sécheresses. Dans cette pépinière que le Campa finance et où il s'approvisionne, on voit des plants de teck à perte de vue. Ironie de l'histoire, ils sont parfois plantés sur des forêts déjà existantes, comme celle-ci que le chef de village Agnu Singh a pour l'instant réussi à sauver des griffes du Campa. और ये जो पानी बह रहा है, ये जो पुराना प्राकृतिक जो पेड़ है अभी है तो इतना अभी तक बह रहा है, नहीं तो सूख जाती है। महुआ पेड़ है, ये इसका जो फूल है उसको बीनते हैं, जो डोंगा है जो पुराने जमाने में बताते हैं हमारे जो पूर्वज के जो बुजुर्ग हैं अभी तक के हैं, हम भी खाए हैं। पुराने जो छोटे छोटे बाल बच्चे थे तो भूंज कर जो सामुदायिक अधिकार जो मांगा गया है गांव द्वारा, जो आने वाला जो पीढ़ी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो बाहर में है कोरबा जिला में इतना खदान पड़ा हुआ है, कई लोगों का व्यक्तिगत का जमीन भी फंसा पड़ा हुआ है, सामूहिक जमीन भी फंसा पड़ा हुआ है। अब 3 कंपार्ट नंबर में अधिकार मिला है तो उसमें जो भी अगर आएगा कंपनी तो उसका एक पहचान हमारे पास एक प्रूफ है। Nous avons joint par téléphone Srinivas Rao, responsable du Campa dans l'état du Chhattisgarh. Il nie en bloc les accusations portées par les tribaux que nous avons rencontrés et justifie la plantation de teck. All the villagers, they meet at the village level. Implement here on what type of the species that you want. Like that, we'll make them the part of the decision-making system. Teak is a indigenous species of the Chhattisgarh forest area. And it has got the great economic value. It is very good for the furniture making, the durability. So it is economically important, and at the same time, ecologically it is very important. Difficile de juger l'ensemble du programme de reforestation sur un territoire grand comme l'Inde, mais les signaux d'alerte se multiplient. Selon l'inspecteur général des forêts, rattaché au ministère de l'Environnement, 70% des données sur la reforestation sont incorrectes. La Cour suprême, plus haute institution indienne, a épinglé le gouvernement central pour avoir détourné des milliards d'euros du Campa. Merci Combastin, tu es journaliste en Inde et on rappelle que tu as réalisé cette enquête avec le soutien du fonds Pulitzer. Parler du greenwashing et c'est difficile de lui donner tort. Là, ce qu'on voit, c'est le bandeau qui défile en permanence dans l'Action Zone. Que se passe-t-il à l'intérieur où tu te trouves ? Oui, le IN, ça se passe au Scottish Event Campus, c'est dans le centre-ville de Glasgow. Pour y parvenir, il faut passer les contrôles, montrer son test Covid du jour, faire la queue parfois longtemps. Et à l'intérieur, c'est des couloirs, beaucoup de couloirs, vraiment beaucoup. La COP, en fait, c'est une ville dans la ville avec ses cafés, restaurants, ses salles d'attente, sa propre police. C'est celle de l'ONU, en fait, puisque la COP est une zone internationale. 40 000 personnes sont accréditées, ce qui est en fait la plus grosse COP depuis le début. On a entendu plutôt Greta Thunberg parler du greenwashing et c'est difficile de lui donner tort. Là, ce qu'on voit, c'est le bandeau qui défile en permanence dans l'Action Zone. Parmi les sponsors des constructeurs auto, des géants de l'Internet et même Unilever qui produit chaque jour en plastique l'équivalent de 11 terrains de football. Mais les pays ne sont pas en reste. On a demandé à Clément Sénéchal de Greenpeace France de nous faire une petite visite des pavillons. Là, on est devant le pavillon français. Donc, qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce pavillon ? Ce qui est vraiment intéressant dans ce pavillon, c'est que les gars, ils en sont encore à leur slogan foireux du Make Our Planet Great Again, qui avait été sorti par Macron en début de mandat. C'était facile à sortir, effectivement, quand il y avait Trump en face. Maintenant qu'il y a Biden, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, on voit que les États-Unis, ils signent des accords, ils sont dans des coalitions où la France n'est même pas. La France a décroché du peloton de tête de l'action climatique. Et les gars, ils viennent, Make Our Planet Great Again, ils sont condamnés 2 fois par la justice française pour une action climatique, par le Conseil d'État ou le tribunal administratif. Donc moi, ça me fait assez marrer. Ils continuent
continuent comme ça d'y croire ou d'essayer de nous faire croire qu'il y a un leadership français sur ces sujets-là, contre toute évidence. Direction le pavillon du Brésil à présent. Le Brésil dirigé par Jair Bolsonaro, pas franchement un ami du climat. Et ben là c'est intéressant parce qu'on voit le logo du gouvernement et juste au-dessus on voit par exemple le logo des syndicats de l'agro-business. Et donc voilà, on sait que c'est cette alliance mortifère entre Bolsonaro et le big business agricole qui est à la source de la déforestation galopante qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de verre sur cette petite façade qu'en Amazonie en ce moment. Et ben là on est dans un stand high-tech qui est le stand de l'Arabie Saoudite. Je voudrais même pas savoir l'empreinte énergétique de ce truc-là. L'Arabie Saoudite dont la ligne de conduite inaltérable, c'est vraiment de faire dérailler en permanence, d'essayer de faire dérailler toutes les négociations climatiques, COP après COP, avec une régularité assez admirable. On a aussi visité le pavillon du Qatar, très fier de présenter ses stades climatisés pour la Coupe du Monde 2022. Mais il n'y a pas que les pays dans l'espace des pavillons. Tout au fond, dans un recoin, on tombe sur ça. Ça, c'est le stand du nucléaire pour le climat, l'industrie nucléaire qui a bien compris que le changement climatique était un argument commercial incontournable, inespéré pour elle. Et donc, elle est présente depuis quelques années maintenant dans les COP. La nouveauté cette année, c'est qu'ils ont même osé aller manifester avec les jeunes pour le climat et avec Greta Thunberg, bien sûr, sans y avoir été invité. Mais voilà, on est dans le greenwashing décomplexé. Je rappelle que le nucléaire, c'est pas une solution au changement climatique pour plusieurs raisons. C'est beaucoup trop cher aujourd'hui, c'est beaucoup trop lourd et trop lent à déployer. C'est une énergie qui est dangereuse, c'est une énergie qui est vulnérable aux impacts climatiques. Donc on nous voit une solution au changement climatique qui est vulnérable elle-même au changement climatique. C'est un peu problématique. Mais donc voilà, ils sont là à faire leur petite propagande habituelle. On retrouve Christophe Gueugnaud et Yumni Kezouf à Glasgow où ils suivent la COP26. Salut Christophe, aujourd'hui vous vous êtes intéressé à un paradoxe. Effectivement, un paradoxe qui a été soulevé hier par deux ONG, Global Witness et Corporate Europe Observatory. Dans cette conférence censée sauver la planète, on y est, il y a plus de 500, je dis bien 500 représentants des lobbies du pétrole ici à Glasgow. Pasco Sabido, de Corporate Europe Observatory, nous explique en quoi c'est un problème. It's a huge problem because we need to keep fossil fuels in the ground. We need to keep temperature rise below 1.5 degrees. And the agenda of these companies, of these big corporations, is the complete opposite. We see it from Total, from BP, from Shell. Their intention is to carry on drilling for oil and gas. They want to increase production over the next 5 to 10 years, and that's incompatible with keeping temperature rise to 1.5 degrees. So their intention here is to delay, block and stall the process as much as they can, as well as getting public money for carrying on with fossil fuels. Ce qui n'est pas sans conséquence. The influence of the fossil fuel industry at these talks is already really clear. We have a net zero agenda, which is the agenda put forward by the fossil fuel industry, which means you can carry on burning fossil fuels as long as you offset your emissions or reduce them through planting forests. And this is the big plan of Total, of Chevron, Shell, BP. So we're seeing their agenda is front and centre, promoted by the UK government. D'autant plus choquant que les peuples autochtones et les activistes, eux, dénoncent depuis des jours les freins à leur présence. C'était le cas samedi, par exemple, de Greta Thunberg. The most affected people in the most affected areas still remain unheard. Laurence Tubiana, architecte de l'accord de Paris et désormais à la tête de la Fondation européenne pour le climat, s'inquiète aussi de leur absence. Cette COP est quand même vraiment riche, si on peut dire, en intervention des entreprises, des financiers, privés et publics, mais surtout privés, et que du coup, il y a une grande question, surtout que on a dans la rue, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer, des centaines, des milliers de manifestants qui disent mais tout ça, c'est quoi? Je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de présence de tous ces acteurs-là dans la COP, c'est-à-dire là, dans les couloirs, qu'on les entende. C'est une COP très froide. Enfin, personnellement, je trouve que c'est une COP très froide. Et ça risque de jouer fortement sur le... Vous savez, quand les gens ne sont pas là, c'est toujours plus facile. Elle-même dénonce les effets de la présence des lobbyistes des énergies fossiles. Donc maintenant on dit, le changement climatique existe et ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Bon, ça je crois que ça ne peut pas marcher comme ça. Que des gouvernements comme des grands pays d'exportation pétrolière disent qu'ils vont continuer à exporter du pétrole et à net zéro, ou des entreprises de
pétrole et de gaz, dire qu'elles seront net zéro tout en continuant à exploiter du pétrole et du gaz, il y a un moment où on ne comprend plus. À Glasgow, en Écosse, la COP26 sur le climat continue jusqu'à la fin de la semaine. Lors de ce rendez-vous, les délégués du monde entier doivent trouver un accord sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et bien sûr, on le sait, il y a urgence. Nos envoyés spéciaux Christophe Gueniot et Yumni Kezouf sont à Glasgow. Christophe, salut. Vous vous êtes intéressé au fameux article 6 des accords de Paris, l'accord sur les marchés carbone. Alors, il est totalement méconnu, mais il est actuellement au cœur des débats. Ouais, salut Mathieu. Écoute, c'est effectivement un très gros sujet pour la COP ici, mais pour bien comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière et regarder un peu ce qu'ont promis les pays pour l'instant. Tous s'engagent peu ou prou vers ce qu'on appelle le net zéro. Et le net zéro, par exemple, l'Union européenne, elle dit qu'elle aura atteint le net zéro en 2050. L'Inde a fait une grosse annonce en disant qu'elle atteindrait le net zéro en 2070. D'ailleurs, dans la version du texte final diffusée ce matin, il est explicitement indiqué que tous les pays devraient proposer d'atteindre le net zéro d'ici le milieu de cette. Alors, le net zéro, c'est quoi? Voici la définition optimiste de Laurence Tubiana de la Fondation européenne pour le climat. C'est d'arriver à ce que les émissions mondiales, en 2050 ou autour de ça, les émissions que nous produisons, les hommes, elles soient à zéro. Et la petite marge qu'on a, c'est ce que la nature peut absorber, ou bien si on est géniaux et qu'on a trouvé la technologie, qu'on est arrivé à capter les gaz à effet de serre de l'atmosphère et en faisant quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'il y a le net. Donc zéro, c'est tout le monde doit aller à zéro, et ce qui dépasse, il faut être capable de confier à la nature, aux forêts, à l'agriculture, la capacité de nous mettre à 0,0. Et voici celle nettement plus critique de Karine Thibault de Greenpeace Belgique. Le net zéro, en tout cas selon Greenpeace, c'est pour nous vraiment la réduction des émissions de gaz à effet de serre le plus proche du zéro, parce que c'est ça dont on a besoin en réalité pour respecter l'accord de Paris et rester en deçà d'une élévation de température de 1,5 degré. Le problème, c'est que de plus en plus, ce mot est utilisé pour travestir en fait un autre système. Ça veut dire un système qui combine une réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais en fait une compensation carbone. Ça veut dire pour une entreprise ou pour un État d'aller finalement acheter, par exemple, auprès d'un autre pays, le fait qu'il y ait une forêt ou qu'il y ait des panneaux solaires et compenser finalement les émissions que cette entreprise ou que cet État fait. Et donc c'est très grave, c'est très dangereux parce que ça peut amener en fait à déconstruire complètement tous les efforts qu'on met en place pour réduire nos émissions. Alors, le problème que pointe Karine Thibault, c'est que pour atteindre ce net zéro, il faut mettre en place des marchés carbone. Ces marchés, ils sont pour l'instant à l'état de projet dans l'article 6 de l'accord de Paris. Ce matin, ce n'est pas un mais 3 textes qui ont été diffusés concernant l'article 6 et tous sont encore à cette heure truffés de crochets, des options que les négociateurs des 197 parties vont s'échiner à trancher ces prochaines 72 heures. Alors l'article 6, c'est quoi? L'explication de Karine Thibault. L'article 6, c'est l'article qui fait débat, c'est l'article de la bataille, c'est l'article qui a fait tomber des COP, qui est très très conflictuel. Alors c'est un article qui est dans l'accord de Paris, pour l'expliciter. Il a plusieurs points. Donc d'abord, il faut juste comprendre que quand il a été écrit, quand on le lit, il ne parle pas de marché de carbone. Donc l'article 6, il parle de coopération entre États sur la réduction des gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, il y a même une partie très spécifique qui explicite comment un État peut soutenir un autre État, par exemple, pour développer un plan de réduction de sa consommation énergétique ou des choses comme ça. Donc, c'est pas forcément du marché, mais de plus en plus, il a été compris comme un article qui réfère au marché de carbone. Donc nous, en fait, ce qu'on dit, c'est 1, les marchés de carbone ne sont pas nécessaires. 2, il y a des risques énormes de mettre en fait un cheval de Troie au milieu de l'accord de Paris, donc un cheval de Troie au milieu de l'ambition climatique, et qu'il y a plein de systèmes de greenwashing qui sont inclus dans cet article. Le problème, c'est que pour l'instant, sur la table, il y a d'abord cette question, en tout cas, des compensations carbone. Donc, comme Greenpeace, nous, on y est opposés pour 2 raisons. D'abord, c'est fondé sur des calculs hasardeux, sur la capacité de séquestration du carbone. Et 2, ça met en danger aussi les terres. Donc, il y a un calcul qui a été fait par Oxfam qui est très intéressant, qui montre, si on regarde tous les engagements vers la neutralité carbone des entreprises et de certains États, qu'on regarde les terres accessibles, si on veut y arriver, entre autres, en utilisant le marché de carbone, en fait, il n'y aura plus de terre pour nous nourrir.
Donc à un moment donné, ça ne tient pas vraiment la route, ces compensations carbone, c'est beaucoup de greenwashing. Mais pour Karine Thibault, la vraie question n'est pas là. En fait, le problème, c'est que l'atmosphère s'en fout de nos calculs. L'atmosphère n'en a rien à foutre de nos systèmes de calcul. Ce qui compte, c'est le nombre de CO2 qui se retrouve dans l'atmosphère. Et là, maintenant, les garde-fous qui sont sur la table sont largement insuffisants pour nous empêcher de nous retrouver dans une situation où, en fait, tout le monde va dire « Mais moi, j'ai un plan conforme à l'accord de Paris. Non, mais moi, je suis nickel. Hein. Moi, je vais vers la neutralité carbone. » Alors qu'en réalité, tout le monde continue à mettre du CO2 dans l'atmosphère. À 3 jours de la fin de ces négociations, il semble malheureusement que Karine Thibault va juste, Mathieu. Merci Christophe, à très vite. Éric Zemmour, ancien journaliste du Figaro, de LCI, de CNews, lui aussi chez Ruquier sur France 2, squatte votre télé depuis 15 ans. Il a écrit des livres où il tricote ses obsessions, le suicide supposé de la France, la masculinité opprimée par les femmes, les musulmans. Peut-être vous-même ou certains de vos proches trouvez-vous sa musique attirante. Peut-être le voyez vous-même comme une victime du système, affreusement censuré par le CSA. Éric Zemmour répète pourtant depuis plus de 2 décennies des idées qui ne sont pas franchement nouvelles. Elles ont un nom. Les obsessions déclinistes et racistes de la vieille droite identitaire. Alors ces derniers jours, j'ai relu ces mots à lui prononcés à la télé, prononcés à la radio, écrits dans les livres qu'il a publiés. Ce ne sont pas de simples provocations, ces mots dessinent un programme et une politique. Pour Zemmour, l'immigration est, je cite, une invasion, une colonisation. Il défend le grand remplacement, théorie d'extrême droite, revendiquée par le tueur de Christchurch qui a tué 50 personnes dans une mosquée de Nouvelle-Zélande en 2019. À ses yeux, les mineurs migrants sont, je cite, des voleurs, des assassins, des violeurs. Tous, oui tous, dit-il. Pour ces mots-ci, Éric Zemmour est sous le coup d'une enquête préliminaire du parquet de Paris. Lui, président, interdirait les prénoms qu'il juge non français parce qu'ils sont une, je cite, insulte à la France. Lui, président, supprimerait le droit du sol et prétend, je cite, renvoyer les immigrés qui ne s'assimilent pas, les délinquants comme les chômeurs. Éric Zemmour est juif, mais ça ne l'a pas empêché de dire des 3 enfants juifs de 3, 6 et 8 ans assassinés par Mohamed Merah à l'école Ozar Hatorah de Toulouse en 2012 qu'ils étaient, je cite, des étrangers avant tout parce que leur famille a décidé de les enterrer en Israël. Zemmour pense que, je cite, la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Il considère que les employeurs ont, je cite, le droit de refuser des arabes et des noirs. C'est interdit par la loi. Il considère les musulmans comme une armée d'occupation favorable aux terroristes. Le nazisme, dit-il, est un peu raide, un peu intolérant, mais de là à le comparer à l'islam, un peu raide, un peu intolérant. Voilà comment il parle d'un régime qui a massacré des millions de juifs, les résistants, les tziganes, les homosexuels. Le même nous dit, je cite, que Pétain a sauvé des juifs contre les preuves de tous les historiens. Il vante les crimes du général Bugeaud, figure de la colonisation en Algérie. Pour lui, être français, c'est ça. Bien sûr, il théorise l'infériorité des femmes, le besoin des hommes, dit-il, est de dominer pour se rassurer sexuellement. Leur sexualité, je cite, repose sur la violence. Le pouvoir doit rester dans la main des hommes, sinon, je cite encore, il se dilapide. Comme Mediapart l'a révélé, plusieurs femmes, une élue, des journalistes, une maquilleuse, une hôtesse d'accueil, l'accusent de baisers forcés, de propos et de gestes à caractère sexuel non souhaités. Sur ces faits-là, soudain, Éric Zemmour ne dit plus rien. Pour certains de ces mots, Éric Zemmour a été condamné par la justice. En 2011 pour provocation à la discrimination raciale, en 2018 pour provocation à la haine religieuse, en 2020 pour injure et provocation à la haine avant une relaxe en appel. Pour chacune de ces déclarations, il y a des enregistrements, il y a des écrits, il y a des preuves. Tout est là, tout est dit, tout est prêt. Que vous soyez de gauche ou de droite, de rien, fatigué par la politique, ces mots ne peuvent pas vous laisser indifférents. Ils sont ceux d'un projet politique autoritaire. Ils annoncent une guerre identitaire, celle de tous contre tous. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. La justice nous ignore, on ignore la justice, avait déclaré Adèle Haenel au nom de celles et ceux qui ne portent pas plainte. Difficile de lui donner tort tant les chiffres sont édifiants. Seule une plainte pour viol sur 10 aboutit à une condamnation. La réponse policière et judiciaire est-elle à la hauteur quand il s'agit de violences sexuelles? Notre émission de ce soir ouvre le débat à partir du livre de ma consoeur et collègue Marine Turki. Salut Marine. Tu publies ce jour Faute de preuves, enquête sur la justice face aux révélations MeToo.
Une enquête sur les raisons de la défiance des plaignantes vis-à-vis de la police et de la justice. Pour cette enquête, tu as interrogé des dizaines d'acteurs de la chaîne pénale, des policiers aux magistrats, en passant par des médecins, des avocats. 2 d'entre eux sont là ce soir, 2 magistrats. Bonsoir et bienvenue à tous les 2. On est ravis de vous accueillir, tant il est rare d'entendre des magistrats en exercice sur un plateau. Je vous présente Mathieu Bourrette, bienvenue. Vous êtes procureur de la République à Reims. Vous travaillez beaucoup sur les violences conjugales. Isabelle Rome, bonsoir, bienvenue. Vous avez 2 casquettes, celle de magistrate et aussi celle de haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes au ministère de la Justice, le poste que vous occupez actuellement. Prenons tout de suite un cas d'école dans l'actualité. Aujourd'hui, ce matin, Libération a publié cette une et le témoignage de 8 femmes, dont 7 à visage découvert, des femmes qui accusent Patrick Poivre d'Arvor de violences sexuelles. Leurs plaintes avaient été classées sans suite pour insuffisance de preuves ou pour prescription. Face à cette une, quelle a été votre réaction ce matin ? Moi, je la découvre et mon rôle n'est pas de commenter les affaires dont je n'ai pas la compétence, ni de commenter le travail des journalistes. En revanche, ce qui m'importe, c'est d'entendre plus généralement, et le livre de Marine Turki nous y invite, la question de la critique du système judiciaire. Et moi, je considère que cette critique est par nature légitime, parce que dans le domaine des affaires d'agression sexuelle, de viol, mais comme dans celui de faits de violence volontaire, de violence conjugale, la justice est un service public. Et ce service public, il doit entendre aussi la parole et la critique des usagers du service public, même si on a l'habitude d'être dans un impérium judiciaire où il nous est peut-être difficile d'entendre la critique. Isabelle Rome ? Oui, évidemment que pas de commentaires à faire sur ces révélations et de la même manière que l'a dit mon collègue, pas de commentaires sur le travail aussi des autres magistrats. Mais cette confirmation finalement d'une parole qui s'exprime de plus en plus et qui forcément nous interpelle en tant que juge, aussi en tant que policier. Et je pense que nous devons entendre toutes ces paroles pour peut-être aussi faire évoluer un certain nombre de pratiques, mais aussi peut-être certaines dispositions législatives qui ont déjà évolué, enfin on y reviendra, qui ont pu évoluer récemment. Donc oui, je pense qu'il faut être, quand on est magistrat, il faut avoir les yeux grands ouverts sur la cité et puis aussi les yeux grands ouverts sur les médias, hein, parce que c'est important d'entendre cette parole. Oui, je vous pose la question justement parce que, sans vous demander de commenter les faits dans le détail ou le travail des journalistes, simplement le fait que des femmes qui ont été plaignantes à un moment, qui se disent victimes, font appel à des médias lorsque la justice, de leur point de vue, n'est pas passée. C'est un défi pour votre institution. Mathieu Bourrette, dans le livre de Marine, vous dites que, par exemple, témoigner sur les réseaux sociaux, c'est un acte éminemment égoïste et stérile. Vous utilisez l'expression tribunal médiatique. Est-ce que ça a été c'est une claque pour vous? Parce que vous le disiez, que lorsque des victimes comme ça préfèrent s'exprimer dans les médias? Je crois qu'il y a 2 sujets dans ce que vous évoquez. Il y a celles et ceux qui préfèrent aller sur ce que j'ai appelé le tribunal médiatique plutôt que le tribunal judiciaire, en disant, par exemple, la justice nous ignore, nous ignorons la justice, et celles qui disent, nous avons tenté la justice, elle n'a pas répondu aux attentes qui étaient les nôtres, et donc nous allons accuser de manière différente. Ce sont 2 acceptions que j'entends, mais que j'analyse différemment. S'agissant de celles qui pourraient dire « moi je ne vais pas du tout devant la justice », j'ai envie de dire « envisageons l'idée que plus personne n'aille devant la justice ». Est-ce qu'on fonctionnerait mieux ? Essayons de faire sans la justice. Est-ce que ça fonctionnerait mieux ? Mais vous comprenez que des gens n'aillent pas devant la justice ? Non, je comprends pas que pour ces questions-là. Je comprends pas que les gens n'aillent pas devant la justice. On a un contrat social. Parmi les éléments du contrat social, la régulation, le régulateur qu'est le système judiciaire en fait éminemment partie. Il n'y a pas de démocratie sans système judiciaire. Notre système judiciaire, il est éminemment perfectible. On peut le critiquer tous les jours. Et je peux entendre énormément de critiques, y compris sur ses insuffisances. Mais refuser d'aller dans l'espace judiciaire en disant je vais aller dans un autre espace, c'est effectivement éminemment égoïste et
c'est éminemment dangereux. Il y a celles qui pourront le faire, et puis il y a toutes celles qui pourront pas le faire. Tout le monde n'a effectivement pas la surface médiatique d'Adèle Haenel, mais vous comprenez que quand on sait, parce que ce sont les chiffres, que la justice ne pourra pas passer ou ne passera que dans 1 cas sur 10, est-ce que vous comprenez qu'on se dise je ne m'infligerai pas ce parcours du combattant ou de la combattante qui est très bien décrit dans le livre, que vous pourrez confirmer. C'est répéter son histoire 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois que nécessaire devant des policiers, puis devant éventuellement un juge, puis devant un tribunal, quand ça va jusqu'au tribunal. Mais si plus personne n'y va, comment est-ce qu'on va faire évoluer la justice? Si finalement plus personne ne va déposer plainte, ça va avoir 2 incidences. La première, c'est qu'on dépénalise le viol, purement et simplement. Si plus personne ne dépose plainte, il n'y aura plus jamais de procédure pour viol, avec des classements ou avec des poursuites ou avec des condamnations. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que si on ne tente pas le pari de la justice, comment est-ce qu'on va la faire évoluer, cette justice? Uniquement avec nous? Oui, moi je pense qu'il faut convaincre toute personne qui s'estime victime de tels faits d'aller sur ce chemin judiciaire qui, bien sûr, sera certainement ponctué de difficultés, d'embûches, mais il faut la convaincre. Et je pense que peut-être sur quoi nous devons travailler davantage encore, c'est sur l'accompagnement, bien sûr, de ces personnes. Alors, c'est en partie le rôle des avocats, mais je pense aussi que c'est aussi le rôle notamment des associations d'aide aux victimes. Je pense qu'à partir du moment où une personne décide de porter justement des faits dont elle s'estime victime à la connaissance d'un procureur, je pense que nous avons finalement aussi l'ardente obligation de ne pas la lâcher et de l'accompagner. Marine, justement, le point de départ de ton livre, c'est donc le témoignage d'Adèle Haenel, l'enquête journalistique minutieuse qui l'a accompagnée. Ça, c'était le 3 novembre 2019. 2 ans plus tard, qu'est-ce que tu as cherché à comprendre et à démontrer dans ce livre? Il est question d'ailleurs au début de ce livre d'une lettre que tu as reçue. En fait, je suis partie de cette interpellation d'Adèle Haenel qui a apporté un énorme débat, qui a apporté aussi beaucoup de critiques de la part du monde judiciaire ou d'autres milieux d'ailleurs, en disant y en a qui peuvent pas faire sans la justice, c'est tout ce qui leur reste. Donc j'ai voulu finalement partir de cette phrase et voir si cette défiance elle était justifiée ou non. Parce qu'il faut bien dire quelque chose, c'est que nous journalistes qui enquêtons sur les affaires de violences sexuelles, on reçoit des tas et des tas de témoignages. À Mediapart, j'ai calculé, en seulement 2 ans, on a reçu quasiment 1 millier de témoignages et des témoignages extrêmement détaillés. Parfois, on nous envoie carrément un dossier judiciaire qui est en cours. Et ces témoignages, ils disent 2 choses. Ils disent notre instruction est bloquée, on nous entend pas, on n'a pas auditionné les témoins, l'agresseur est protégé, etc. Il faut les médias pour débloquer. Ou on nous dit autre chose. Et là, c'est encore plus inquiétant, ou en tout cas, ça doit nous interpeller. La justice n'est plus vue comme une option. Et donc, c'est ce point de départ-là que j'ai pris pour essayer de comprendre un peu ce qu'il en était. Et parmi le courrier, ces 1000 lettres, 1000 mails, 1000 dossiers qu'on a reçus, il y a la lettre de Julie Boursier que j'ai jamais oubliée finalement parce qu'elle racontait un petit peu tout un parcours. Julie Boursier, elle raconte que voilà, les nageuses à Sarcelles dans un club de natation, elle raconte un viol qu'elle aurait subi, elle raconte la procédure qu'elle a vécue et qu'à chaque étape, elle pose des questions, elle va aux nouvelles, elle demande si ça c'est normal, on lui répond c'est la procédure. Et puis un jour, il y a une lettre qui arrive chez elle, elle est à table, elle rigole avec sa famille, il y a une lettre qui arrive, c'est la lettre de classement sans suite. Elle n'a pas eu de nouvelles pendant des mois de la procédure et d'un seul coup, alors même qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, on lui dit c'est classé sans suite. Donc je suis partie de cette lettre, de ces interpellations-là et celle d'Adèle Haenel aussi, pour essayer d'aller vérifier finalement est-ce que la justice met tout en œuvre pour aller chercher les preuves, est-ce qu'elle sait lire ces preuves, qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire du dépôt de plainte, parce que ça c'est une étape clé, et je me suis focalisée dans ce livre sur effectivement 2 moments, donc le dépôt de plainte qui est un moment crucial, je crois que tout le monde en convient, et puis le moment de l'enquête préliminaire, là où vous justement procureur, vous avez la direction de l'enquête et c'est le premier moment qui va être important puisqu'il y a un tri énorme qui se fait. 70% des plaintes pour violences sexuelles, 73% pour être exact, sont classées à cette étape-là. Donc c'est là que le tri énorme se fait et c'est là que en fait il y aurait aussi beaucoup d'informations à faire déjà aux plaignants pour dire voilà on en est là, on a fait ça et voilà ce qui va se passer. Ça c'est la première chose évidemment. Et puis ensuite il y a les preuves. Dans l'affaire PPDA, Hélène Devin, qui est l'une des plaignantes de l'affaire PPDA, elle témoigne dans le livre, elle dit mais si 23 témoignages de femmes, il y a 23 témoignages dans ce dossier judiciaire, ce n'est pas une preuve,
Qu'est-ce qu'une preuve alors? Si 23 témoignages avec des similitudes, avec beaucoup de points communs sur la manière dont les agressions qu'elle dénonce se sont déroulées, si ça ce n'est pas une preuve, qu'est-ce qu'une preuve? Et moi ça m'a évidemment interpellée parce que il y a une grosse différence entre les crimes et délits de violence sexuelle et les autres crimes et délits, c'est que dans ces affaires, les classements sans suite, c'est souvent pour une instruction insuffisamment caractérisée, le fameux classement 21. Dans les 3/4 des autres affaires, c'est plutôt parce qu'on n'a pas pu savoir qui était l'auteur. Dans les affaires de violence sexuelle, on l'a l'auteur parce que on le sait, la plupart du temps, il est connu de la victime. Donc ça m'a interpellée parce que là, il y a une spécialité quand même de ces crimes et délits et donc une incapacité visiblement à condamner en raison d'un manque de preuves. Et c'est pour ça que le livre s'appelle Faute de preuves. Mais est-ce qu'on va chercher ces preuves et surtout est-ce qu'on sait les analyser?